Pour passer tout de suite en transition, je vous présente James Teboul. Merci. Merci Joe, et je suis très flatté de présenter ce sujet qui est vraiment nouveau. Et en fait, comme toujours, il faut pouvoir apporter à nos participants à l'INSEAD des thèmes plus frais, plus nouveaux. Et en particulier, on parle beaucoup de leadership, mais on parle beaucoup de leadership un peu dans le vide, ou d'expérience, ou on va filmer des managers qui prennent des décisions, on va enregistrer, etc. Et j'ai eu l'idée de penser que, je ne suis pas le seul d'ailleurs, aux États-Unis aussi ça s'est fait, ça commence à se faire, de relier ça au cerveau. C'est-à-dire que maintenant les neurosciences sont bien établies, on a pas mal d'informations et je pense que vous êtes familiers avec ce genre de machines, ce genre de graphiques, ce genre d'instruments. Et donc, on est de plus en plus, on a une connaissance du cerveau de plus en plus fine. Et donc, on arrive maintenant peut-être, et c'est ça le défi, de comprendre certains phénomènes classiques en se référant au cerveau et en simplifiant un peu notre connaissance et nos limites. En fait, on pourrait dire que, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, c'est une formule importante, mais il y a un risque, certainement, que souvent les gens me disent « mais tu vas détruire l'âme, le mystère, l'enchantement, la créativité, c'est quelque chose qui ne peut pas se définir, on ne peut pas trouver le centre de la créativité dans le cerveau, etc. » Mais finalement, savoir comment Rembrandt a organisé, ou organiser sa palette, ou mixer ses composants, ou comment l'odeur d'une rose, ou comment Beethoven a composé sa symphonie, ne nous empêche pas d'apprécier, au contraire, d'être émerveillé par le résultat. Donc, l'idée, c'est comme un sportif devrait se connaître un peu mieux, je pense qu'un manager, un leader, devrait connaître un peu mieux son cerveau et se dire « oh zut, c'est quelque chose qui arrive dans ma tête, ah, je comprends maintenant pourquoi j'ai perdu les pédales, etc. etc. » Donc, il est possible, comme ça, de temps en temps, de pouvoir se référer à soi-même, à ses propres limites, à son propre système, et éventuellement, comme un sportif, l'améliorer en l'observant. Donc nous allons parler aujourd'hui, alors je vais essayer de résumer ici quelque chose que je fais en une journée, enfin, donc je vais donner quelques éléments. Je vais parler de 3 cerveaux, en fait on a 3 cerveaux. On a le cerveau cognitif, on a le cerveau affectif et on a le cerveau social. On a donc 3 cerveaux et pendant longtemps, au début de l'industrialisation, on a mis nos 3 cerveaux à la porte de l'usine. Puis on a commencé à rentrer le cerveau affectif avec les relations humaines et puis bientôt le cerveau social. Et je pense que dans le contexte actuel, et justement quand on parle de leadership, on a besoin d'utiliser ces 3 cerveaux. Parce que le leadership, c'est essentiellement, si je reviens à la définition du leadership, c'est essentiellement quelques dimensions fondamentales. C'est d'abord le challenge. Le challenge, ça veut dire, par rapport au management, le leader, c'est le gars qui va, au contraire, modifier, bouleverser les choses, chercher les limites. Donc, c'est le challenge qui va le chercher. La vision partagée, trouver sa voie, pouvoir s'exprimer, servir d'exemple, collaborer, aider les autres, coacher, on parle beaucoup de coaching, et aussi la décision et éventuellement le stress. Donc, toutes ces dimensions-là peuvent se conjuguer sur le cerveau. Et ce qu'on va essayer, on va essayer de voir quelques dimensions. Alors, évidemment, il faut faire attention à ne pas trop simplifier, ne pas tomber dans un journalisme un peu trop simplificateur. Mais même quand les journalistes en parlent, il y a toujours derrière quelque chose de vrai, il y a toujours un fondement scientifique. Et donc, je vais essayer de montrer ici quelques fondements importants. Alors d'abord, on va faire un petit cours d'anatomie. Le cerveau, si vous voulez, voilà l'évolution du cerveau. D'abord, le cerveau est une chose, a pris énormément d'importance dans l'espèce humaine. Et vous voyez l'évolution depuis le chat jusqu'à l'être humain, avec la partie grisée qui représente le cortex frontal. Quand on regarde l'évolution de l'homme aussi, on voit l'évolution du cerveau qui est passé d'un cerveau, on voit l'évolution est passée de moins en moins oblique, on devient de plus en plus droit, c'est-à-dire le cerveau occupe de plus en plus d'espace dans le crâne.
Alors on a effectivement une chose importante, on en a beaucoup parlé dans les 20 ou 30 dernières années, et on en est revenu, on y revient à nouveau, le left et right brain, le cerveau droit et le cerveau gauche. Alors c'est vrai, ça fonctionne, il y a deux hémisphères qui sont reliés par le corps calleux, qui relient deux hémisphères, et deux hémisphères qui n'ont pas les mêmes fonctions. Et ça c'est très intéressant, ce qui montre une certaine dichotomie, et qui explique, alors si on regarde Myers-Briggs, je ne sais pas si vous êtes familier avec Myers-Briggs, avec le S et N, ou avec le T et F, ou le J et P, etc., on retrouve cette dichotomie, et une partie de cette dichotomie peut être expliquée par les deux hémisphères du cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors le cerveau gauche, c'est le cerveau qui est le cerveau joyeux, le cerveau positif, le cerveau qui est un peu extraverti. Le cerveau droit, c'est le cerveau qui est un peu négatif, méfiant, très émotionnel, qui est capable de lire les émotions chez les autres, alors que le cerveau gauche serait un cerveau plus qui raconte des histoires et qui est moins préoccupé du côté émotionnel. Donc c'est très vrai, il y a bien cette distinction. Un peu comme vous pourrez dire, le cerveau droit, ça sera le cerveau du F, du feeling, et le cerveau gauche, ça sera le cerveau rationnel. Et donc on peut décliner ici, on peut voir à nouveau le côté cerveau droit, côté global, le côté holistique, le côté N, et le cerveau gauche plutôt détail, séquence, langage, etc. Alors, bon, il y a déjà deux hémisphères, ça complique les choses, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les fonctions dont je vais vous parler sont dédoublées. Il y en a une partie à gauche, une partie à droite. Elles sont souvent symétriques. Alors, le Triune Brain, c'est le cerveau en trois couches. C'est le cerveau, si vous voulez, classiquement. MacLean a parlé du cerveau reptilien, du cerveau mammalien, du cerveau rationnel. Hein, donc, on a trois niveaux. Et la meilleure façon de comprendre le cerveau, c'est de prendre votre main et de dire que cette partie-là de la main, ici, représente le tronc cérébral. Vous pliez votre pouce. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Vous pliez votre pouce, et le pouce représente la partie émotionnelle. Et sur le pouce, vous repliez l'ensemble des doigts, et en repliant l'ensemble des doigts sur le pouce, vous avez le cortex. Hein, donc ça, c'est la représentation classique du cerveau, avec la partie tronc cérébral, la partie limbique et la partie cortex. Donc voilà notre cerveau, avec les trois couches, si je peux dire. Donc on va retrouver ici, si je prends un peu de couleur ici, on va retrouver toute cette partie-là, c'est le cortex. Cette partie-là au centre, ici, si je change de couleur, ici, ça sera la partie émotionnelle. Et si je regarde ici, le tronc cérébral, ça sera là. Donc on a ces trois couches successives. Et quand on regarde l'évolution, ces trois couches successives se sont développées au cours des siècles, au cours des millénaires, etc. Alors, ce cerveau est constitué de neurones. Alors ça, c'est important. On a 10 puissance 11 neurones dans le cerveau, c'est-à-dire que 10 puissance 11, ça fait quoi? 100 milliards de neurones. Et ce qui est aussi important, c'est qu'à la fin de chaque neurone, quand vous regardez ici, à la fin de chaque neurone, vous avez des dendrites. Attendez, je change de point. In color black. Et vous avez des dendrites. Et au bout de chaque dendrite, il y a une communication avec un autre dendrite, un autre neurone, si vous voulez. Donc il y a ici, à la fin de chaque dendrite, une communication. Et cette communication, c'est une synapse. Et donc chaque neurone a à peu près 10 000 synapses, communication avec les autres neurones. Ce qui fait qu'un cerveau, c'est quelque chose comme 100 milliards de neurones et à peu près 10 puissance 15 synapses, c'est-à-dire comme un ordinateur, on parle pour les ordinateurs de méga, giga, téra, péta. C'est un pétaflop, si vous voulez. Voilà, le cerveau, c'est un pétaflop. Et en 2009, j'avais noté que le plus gros ordinateur, c'était à peu près 2 pétaflops. Donc on a quelque chose, on a une puissance de calcul extraordinaire dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau du pétaflop de synapses. Donc, alors, ce qui est intéressant dans la synapse,
c'est que la communication entre un neurone, entre une dendrite et la suite, et l'autre neurone, se fait par un signal électrique qui s'arrête à la frontière entre les deux et qui se transforme, il se passe une transformation chimique. C'est-à-dire on passe d'électricité à de la chimie, et la chimie est modifiée par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et vous avez certainement entendu parler de la dopamine, de la sérotonine, de la norépinéphrine, etc. Donc il existe un certain nombre de neurotransmetteurs qui vont modifier le fonctionnement de la synapse. Un peu comme un transistor, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'un transistor, c'est-à-dire que la jonction, il va se passer un certain nombre de choses à la jonction grâce aux neurotransmetteurs en particulier. Alors, la chose importante, c'est que ces synapses ont une double fonction. Elles servent à la fois de communication, pour passer l'influx nerveux, mais également, c'est le site de la mémoire. Donc on a cherché longtemps le site de la mémoire, et un chercheur très important, Eric Kandel, qui a travaillé sur une sorte d'escargot marin, qu'on appelle l'aplysia, a découvert que la mémoire se passait à la jonction. Et qu'est-ce qui se passe à la jonction? C'est quand ici, je prends une dendrite, j'ai un certain nombre de dendrites, et lorsque je mémorise quelque chose, je crée de nouvelles dendrites. Donc en fait, la mémoire, c'est physique. On crée comme des racines, on crée des traces. Et une fois qu'on a créé une trace, on ne peut pas l'oublier. Alors là, on comprend le changement. Pourquoi c'est si difficile, le changement? Parce qu'une fois qu'on a créé une trace, on ne peut pas l'oublier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une autre trace, il faut faire quelque chose d'autre. Donc quand on a un problème, il ne faut pas insister sur le problème, parce que plus vous insistez sur le problème, plus vous vous enfoncez dans le problème, plus vous créez de traces sur le problème. Quand vous voulez régler un problème, il faut au contraire changer de circuit, aller ailleurs, regarder la solution, etc. Donc on voit pas mal de méthodes qui existent en management, qui consistent, en coaching en particulier, qui consistent à dire ne vous enfoncez pas dans les problèmes, sortez des ornières, soyez créatifs, recadrez le problème, reconnectez votre système. Donc, le long-term memory involves enduring changes, donc des changements physiques, et donc le cerveau est plastique. Et je suis désolé pour vous, quand vous aurez quitté cette salle, votre cerveau sera différent, si vous avez retenu quelque chose. Hein. Si vous avez retenu quelque chose, vous pouvez estimer qu'il y a des neurones, qui auront créé des dendrites, qui auront créé des connexions supplémentaires, et donc vous aurez ce qu'on appelle le long-term memory. Donc le long-term memory, la mémoire à long terme, est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, c'est une énorme mémoire. Et les gens intelligents sont des gens qui ont une très grosse mémoire. En fait. C'est ça. L'intelligence, c'est une grosse partie de l'intelligence, c'est la mémoire. Et donc, il y a deux types de mémoire fondamentales. Il y a la mémoire qu'on appelle la mémoire explicite, c'est-à-dire c'est une mémoire de l'événement. Par exemple, vous pouvez vous rappeler qu'aujourd'hui, vous m'avez écouté, il faisait chaud dans la salle, etc., etc. Ou bien, vous avez une mémoire implicite, qui est une mémoire de gestes, d'apprendre à conduire, une mémoire de monter sur un vélo, mémoire implicite. Okay? Donc, il ne faut pas oublier qu'on fonctionne par habitude, que notre comportement, c'est 99% d'habitude et quelquefois, de temps en temps, quelque chose d'explicite ou de créatif. Donc, très, très important, cette mémoire implicite, inconsciente, dont vous n'êtes pas consciente et qui travaille fondamentalement. Et on peut dire qu'une grande partie de la psychanalyse travaille non seulement sur l'explicite, sur ce qu'on dit, mais également sur l'implicite, sur le changement des habitudes, sur le changement des comportements, etc., etc. Alors, la mémoire explicite, en particulier, est représentée dans le cerveau par une zone intéressante qu'on appelle ici l'hippocampe. Parce que c'est une sorte de petite forme de cheval. Et donc l'hippocampe, c'est une partie très sensible, et en particulier lorsque les managers sont sous stress, le danger du stress, c'est de c'est le cortisol qui va être émis par l'hypophyse, et le cortisol détruit en particulier l'hippocampe. Et donc quand vous êtes sous stress, vous abîmez votre hippocampe. Et en particulier, vous abîmez votre mémoire des événements, de ce qui s'est passé, etc., de votre mémoire active, votre mémoire consciente.
Et donc, c'est intéressant de le repérer. Alors, le leadership, on a dit, c'est le challenge. Donc, le challenge, c'est-à-dire se remettre en question, c'est-à-dire que, pour se remettre en question, il faut se reprogrammer. Il faut oublier le passé. Il faut oublier ce qu'on appelle le forgetful management. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre de côté ce que l'on sait déjà pour pouvoir aller sur des chemins nouveaux. Et on utilise quelquefois une métaphore. La métaphore, je ne sais pas si vous voyez une métaphore d'une colline enneigée. Sur la colline enneigée, vous avez un traîneau et vous descendez en traîneau. Alors la première fois que vous descendez en traîneau, c'est facile, vous faites une trace. Puis la deuxième fois que vous descendez en traîneau, ben, vous allez le plus souvent prendre la même trace, etc., etc. Donc vous allez progressivement vous enfoncer, frayer des chemins de plus en plus forts. Et donc c'est ça le problème du changement, c'est comment on sort des sentiers battus, comment on oublie ce que l'on sait déjà. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Alors, une chose intéressante ici, je voudrais juste le noter ici, ce qu'on appelle le top clinic, pour des personnes qui ont eu un AVC, en particulier, qui sont par exemple, moi j'ai eu un AVC du côté gauche et je suis paralysé du côté droit, donc je vais avoir tendance à utiliser, pour vivre, mon côté gauche. Et bien dans la clinique TOP, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bloquer mon côté gauche, ils vont m'empêcher d'utiliser ce que je sais faire avec mon côté gauche, pour essayer de travailler avec le côté paralysé. Ça va prendre énormément de travail, ça va être très compliqué. On va vous mettre des moufles, on va vous bloquer le côté gauche, etc., jusqu'à ce que progressivement vous refrayiez d'autres chemins. Et c'est ça ce que vous êtes en train de faire, c'est ça la plasticité du cerveau, refrayer d'autres chemins avec énormément de travail. 90% de your waking hours. Alcoolique anonyme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur dit, prétendez toujours, vous finirez par le faire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça. Même si vous ne croyez pas, allez-y, comportez-vous selon les 12 principes qu'on vous a donnés et vous verrez que ça va marcher. Donc c'est ça, fake it to make it. Carving new wiring in your brain. All right. Et juste une chose qui est intéressante, si je regarde les taxis à Londres, en général pour être taxi à Londres, il fallait 2 ans de formation parce que les conducteurs de taxi devaient connaître la carte de Londres. Ils avaient pratiquement dans leur cerveau la carte de Londres. Et dans l'hippocampe, quand on observe leur hippocampe, il est beaucoup plus gros, il est plus gros qu'un hippocampe classique parce que l'hippocampe s'est développé. Et donc, on peut presque dire que la carte de Londres est gravée, un peu comme un GPS, la carte de Londres est gravée dans l'hippocampe de nos chauffeurs de taxi. Alors, le temps tourne, je vais présenter quand même quelques personnages importants. Il faut avoir, si je peux dire, à l'esprit, quelques personnages importants. D'abord, le problème, c'est le tronc cérébral. À quoi il sert le tronc cérébral? Eh bien, le tronc cérébral, c'est ce qui vous permet de survivre. C'est qui contrôle votre température, vos fonctions respiratoires, votre rythme cardiaque, qui est responsable aussi de la survie, c'est-à-dire la survie de ce qu'on va appeler le fight, flight, freeze. Alors, lorsque vous êtes sous très grosse émotion, supposez qu'il y a une bombe qui explose dans la salle soudain. Quelle est la première réaction que vous allez faire? Votre première réaction, ça va être le freeze. Vous allez vous jeter par terre. C'est la survie. Un animal qui se sent menacé, la première réaction, il va se figer sur place. Et puis, la réaction suivante, ça va être fight or flight. C'est-à-dire qu'il va se battre, il va aller contre vous, ou bien au contraire, il va s'enfuir. Donc ça, c'est les réactions de base. Okay? Donc, quand vous voyez par exemple des accidents de voiture, souvent, vous voyez, les gens se battent, littéralement, comme des chiffonniers, parce qu'ils sont sous émotion, ils sont sous l'émotion du tronc cérébral, sous l'influence du tronc cérébral. Le limbique, ce qui est intéressant, c'est que le limbique, c'est quelque chose qui a été raffiné pendant 200 millions d'années. Il y a 200 millions d'années où tous les mammifères se sont mis à utiliser le limbique et les mammifères travaillent essentiellement au niveau limbique. Alors, dans le limbique, vous avez trois zones très importantes. La première zone que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle l'amygdale. Moi, je voudrais l'appeler l'amygdalarme.
avec un nœud même. La mise d'alarme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le panic button, c'est le bouton que vous appuyez quand vous êtes sous panique. C'est l'indicateur de fumée, etc. On a tous une énorme sensibilité à la menace. Alors, l'amygdale se trouve ici. Hein, l'amygdale, voilà, on va la mettre ici, en rouge, que c'est quelque chose de très sensible. OK. Puis on va avoir un autre noyau qu'on appelle le nucleus accumbens, le noyau accumbens, qui est le reward. Ah, ça, c'est quand on se fait plaisir, eh bien, on appuie sur ce bouton. Et quand on est drogué, par exemple, on appuie sur ce bouton sans interruption. C'est fini, on est dans une... C'est le craving button. On est en manque et on appuie sur le bouton, et on est en manque et on appuie sur le bouton et on ne peut plus en sortir. Donc, c'est le nucleus accumbens. C'est court terme, c'est la récompense à court terme. Je l'ai mis en jaune. Voilà. OK. Il y a un troisième... Ensuite, voilà, ça c'est les deux parties émotionnelles. Ensuite, on va passer sur la partie front brain, le cortex qui nous permet effectivement d'être conscient de notre conscience. Et donc, dans le cortex, on va retrouver le dorsolatéral préfrontal cortex, le DLPFC. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'on appelle la raison classique, cold reasoning, executive function, le chef d'orchestre, en quelque sorte. Donc, on a un chef d'orchestre dans le cerveau, le DLPFC, dorsolatéral. Vous voyez, il est dorsolatéral. Par rapport au cortex, il est dorsolatéral préfrontal. Voilà. Donc, c'est une zone extraordinairement importante pour nous, Français, cartésiens. C'est notre zone cartésienne, si vous voulez, fondamentale, qui nous permet d'être raisonnable. Et cette zone nous permet de découpler l'automatisme perception-action. C'est-à-dire les animaux sont sous relation perception-action. Paf, avec ça, on découple et on peut ainsi avoir ce qu'on appelle la liberté, un certain niveau de liberté, une certaine capacité de liberté pour sortir des automatismes. Ensuite, il y a une deuxième zone qu'on appelle orbito-préfrontal cortex, OFC. Alors ça, c'est l'âme, si vous voulez, l'âme du cerveau. C'est ce qui va réguler nos émotions. C'est ce qui va agir sur l'amygdale pour contrôler l'amygdale, pour freiner l'amygdale, pour raisonner l'amygdale, et par rapport au noyau accumbens, pour avoir une vision un peu plus long terme. Okay, donc, c'est le frein, c'est le long terme, c'est la régulation des émotions, c'est le social, c'est le fait que si vous avez envie d'aller aux toilettes, vous n'allez pas sortir tout de suite, vous allez attendre, vous êtes poli, etc. Donc, c'est en général le vert, ce que j'appelais l'OFC, cette zone verte, l'OFC, qui va, en quelque sorte, nous permettre de réguler, d'être poli et de réguler nos actions. Et enfin, il y a un dernier personnage que je voudrais vous présenter qui s'appelle Anterior Cingulate Cortex, c'est ACC. Et lui, c'est le contrôleur de gestion. C'est le contrôleur de gestion, c'est ce qu'on appelle en anglais le oh shit circuit. Oh merde, qu'est-ce qui arrive, hein? Vous voyez, c'est le truc, excusez mon français, mais c'est pour bien faire passer le message. C'est qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est ce système-là qui va en particulier noter les erreurs. Quand je prévois de faire quelque chose et ça ne se passe pas comme je le prévoyais, ce bouton va s'allumer et va me faire changer de comportement. Donc voilà. Voilà donc nos trois personnages dans le cortex préfrontal. Le cortex actif, le cortex résonant, le cortex conscient. Alors, dernière chose, le Brain Value System, c'est-à-dire que tous ces systèmes-là vont jouer ensemble, vont interagir ensemble avec des neurotransmetteurs, et c'est eux qui vont colorer tout ce qu'on reçoit. Tout ce que vous recevez, on parle de Brain Value System. En fait, quand on parle de valeur perçue, eh bien, ça existe dans le cerveau. C'est une sorte de combinaison entre tous ces éléments qui font qu'à la fin, vous tirez un trait et vous dites « Ah, ça a de la valeur. Ah, ça n'a pas de valeur, etc. » Donc, vous allez colorer l'ensemble de votre vision, de votre vie est colorée par tous ces mécanismes qui fonctionnent ensemble. Okay? Alors, leadership, je reviens à mon leadership. Donc, je dis... Le leadership, c'est d'abord de la décision. Hein, donc, décision, prise de décision, etc., etc.
Et donc, on se rend compte que le rationnel, je suis désolé pour vous, le rationnel est surévalué, est très largement surévalué. Vous croyez faire confiance à votre rationnel, et en fait, il vous joue des tours. Il vous joue de sacrés tours. Alors, première chose, le rationnel, on a parlé de mémoire à long terme, il y a une mémoire à court terme, la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, elle est située là, la mémoire de travail est située dans cette zone-là. Donc vous avez ici une mémoire de travail, et cette mémoire de travail, elle est petite. Vous avez une toute petite mémoire de travail, et c'est ce que je vais appeler ici la scène. Donc sur la scène, vous avez une petite mémoire de travail, et qui va faire appel à des informations extérieures, intérieures, etc., toutes sortes d'informations. Elle va faire venir des personnages sur la scène, mais le nombre de personnages que vous pouvez faire intervenir sur scène est très limité. Vous pouvez jouer avec 3, 4 personnages. Certaines personnes ont parlé du chiffre 7, le chiffre magique 7. En fait, on peut rarement dépasser 7 informations simultanées. Donc, en général, vous travaillez avec faire 3 ou 4 informations. Et lorsque un manager me dit « moi, je travaille avec 40 paramètres », je dis « vous ne pouvez pas manager une entreprise avec 40 paramètres ». Vous travaillez avec 3 ou 4 paramètres importants. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le signaler. Donc, on a un temporary storage ici qui est limité et qui consomme énormément d'énergie, énormément de glucose. Donc, ça fatigue de penser. Okay? Par exemple, je vais vous poser un problème ici. Bat and ball problem. C'est très connu. Une batte et une balle, vous voyez, on joue au baseball, coûte 1,10 € ou 1,10 $. La batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? Combien? 10 cents. Alors, la plupart des gens répondent 10 cents. Que c'est vrai, ça? 0,5, voilà, 5 cents. Et donc ça, voilà, donc vous pouvez faire le calcul, hein, je n'ai pas la peine de vous faire le calcul. Et 50% des undergrads de Princeton, ils tombent dans le piège. Ça, c'est Kahneman. Kahneman qui a écrit le livre qui est Thinking Fast and Thinking Slow. Et MIT Students, c'est un peu la même chose. Je suis en train de tester ça sur les étudiants de l'INSEAD. Ils tombent dans le piège aussi, donc pas de problème. Je vous pose la même question ici. S'il faut 5 machines, 5 minutes pour faire 5 widgets, combien il faudra pour 100 machines pour faire 100 widgets? 100 minutes ou 5 minutes? Allez, 5, merci. Un lac, il y a un patch de lily pads qui double de taille tous les jours. Il faut 48 jours pour couvrir l'ensemble du lac. Combien il faudrait-il, combien de temps il faudrait pour que le patch couvre la moitié du lac? 47. Pourquoi? Parce qu'on passe de 48 à 47, on divise par 2. OK, ce n'est pas évident tout de suite. Il faut faire un effort, mais là, on m'a prévenu. On a des gens très brillants qui ne tombent pas dans le piège, qui savent raisonner, etc. Des gens cartésiens qui ont fait des grandes écoles. Mais, en général, ça prend de l'effort, c'est compliqué. Alors, comme c'est compliqué, comme on ne peut pas mettre sur scène trop d'individus, qu'est-ce qu'on fait? On fait du regroupement. On fait du chunking. Okay? Donc, le chunking, c'est le regroupement d'informations. Par exemple, si je prends un novice qui joue aux échecs, et je lui présente un jeu d'échecs, il aura du mal à retenir la position des différentes pièces sur le jeu d'échecs. Par contre, si je prends un expert, qu'est-ce qu'il va faire, l'expert? Il va regrouper les pièces en chunks, en groupes d'informations, et il va avoir plusieurs images, et il va mémoriser les images. Donc ici, il va mémoriser 1, 2, 3, 4, 5 images, et donc il saura exactement où se trouvent toutes les pièces. Hein, donc vous voyez par cette possibilité de condenser l'information, de conceptualiser, de regrouper l'information, de faire des images, etc., on est capable de mieux utiliser son cerveau. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas seulement utiliser son cerveau gauche, il faut utiliser son cerveau droit, qui est capable d'utiliser des images, des représentations, etc. C'est « Use the right side of your brain », selon, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Donc, le working memory, on va donc jongler avec des informations, suffisamment d'informations, 3-4 informations, jusqu'à ce qu'on trouve la solution du problème.
Alors, ce qui veut dire une chose intéressante aussi, qui est prouvée maintenant, c'est que le cerveau n'est pas multitâche. Hein, je vois que de temps en temps, quand j'enseigne à l'INSEAD, je vois des étudiants qui regardent leur mail, qui regardent... C'est pas vrai. S'ils regardent leur mail, ils regardent leur mail. S'ils m'écoutent, ils m'écoutent. Donc, on n'est pas multitâche. Et que si on conduit en texting ou en téléphonant, on n'est pas purement conscient et effectivement, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est comme si on avait absorbé de l'alcool. Et donc, quand vous interrompez une information, quand vous interrompez une tâche, il vous faut 50% de plus de temps pour reconnecter et vous faites 50% de plus d'erreurs. Donc, attention, dans le boulot, ne pas faire plusieurs choses en même temps, avoir des zones particulières pour différentes tâches. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme, vous voyez un joueur de saxo, mais vous ne voyez pas les deux ensemble. Alors, il s'avère que la mémoire de travail est rapidement saturée, elle est quelque peu fainéante, et que nos ressources rationnelles sont limitées à quelques heures par jour. Ça veut dire quoi? Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que vous avez une tâche complexe à faire, commencez la journée avec cette tâche complexe. Ne répondez pas à vos emails tout de suite, parce que ça va saturer votre working memory. Donc, commencez par les tâches complexes, et puis ensuite, à la fin de la journée, vous travaillerez sur votre email. Alors, il y a quelques biais intéressants. J'en passe en revue quelques-uns. À votre avis, est-ce que cette dimension est différente de cette dimension? Ben, c'est exactement la même. Vous pouvez prendre une règle et mesurer. Et si vous mesurez, vous verrez que ces deux dimensions-là ont exactement la même longueur. Donc, on a des biais. On a des biais. Et donc, un des biais intéressants, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Alors, l'ancrage, ça veut dire quoi? Par exemple, supposez que, on ne va pas faire l'exercice ici, mais je fais souvent cet exercice, c'est-à-dire que, croyez-vous que dans 2 ans, le taux de change euro-US sera supérieur ou inférieur à 0,6 € pour $1? Alors, je vous demande de réfléchir. Supérieur, inférieur, votre meilleure estimation, etc. Supposons que maintenant, je demande à un autre groupe la même question en demandant que le taux de change soit supérieur ou inférieur à 1,6 € US. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont eu un ancrage à 0,6 répondent en moyenne 0,70. Les gens qui ont un ancrage à 1,6 répondent en moyenne 1,48. Ça vous paraît étonnant? Faites-le, vous verrez, c'est extraordinairement efficace. Même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le working memory, vous avez un ancrage. Vous avez l'ancrage à 0,6. Et à ce moment-là, toutes les informations que vous allez récupérer, il n'y a pas grand-chose, vont être, comment dire, fixées, ancrées par ce 0,6 ou cette information, parce que vous ne pouvez pas faire intervenir beaucoup de choses dans votre working memory. Même chose, bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est le même exemple ici. Et donc, ce anchoring, c'est très important, c'est ancrage est très important pour le sales forecasting. C'est important pour earning estimates par les analystes. Donc, attention, quand vous donnez un point d'ancrage, tout va se fixer autour de ce point d'ancrage. Pour les négociations, quand vous négociez, vous savez que les négociations prennent beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que personne ne veut s'aventurer à donner un point d'ancrage, parce qu'une fois que le point d'ancrage est fixé, tout le monde ça converge. OK, investissement, nouveaux produits, etc. Donc, c'est un point important, si vous voulez, dans la vie de l'entreprise. Premières impressions aussi. Premières impressions, le premier prix qu'on indique, qui sert d'ancrage, effectivement, pour le reste. Une chose intéressante aussi, c'est availability. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va, si je regarde ma scène ici, qu'est-ce qui va arriver sur ma scène? Eh bien, ce qui va arriver sur ma scène, c'est ce qui est disponible, facilement disponible. Par exemple, si je vous pose la question, quelle est la plus grande probabilité de décès aux US? Attaque par requin ou pièce tombant d'un avion? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que naturellement, on va dire attaque par requin. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui vient naturellement, parce qu'on a lu dans les journaux, ce qui s'est passé à La Réunion, etc., etc. Or, en fait, il y a un facteur 30 de différence. Donc, vous voyez qu'on est très influencé par l'ambiance, par le contexte, etc.
Il y a aussi le problème de overconfidence, surconfiance. Vous êtes trop confiant. Pourquoi est-ce que vous êtes trop confiant? Et il y a ce qu'on appelle le silent evidence, c'est-à-dire que vous avez la scène, vous avez des informations que vous avez sur scène et que vous pouvez ramener sur scène, et vous croyez que c'est l'ensemble. Ça, c'est ce que je connais. Et donc tout le reste n'existe pas. Tout ce que vous ne connaissez pas n'existe pas. Donc la concurrence n'existe pas, donc ce risque n'existe pas, donc, etc. Donc vous allez vous concentrer sur ce que vous savez, ce qui est actuel, ce qui est disponible, et vous allez oublier ce que vous ne savez pas. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Donc souvent, on est surconfiant, on est trop confiant dans nos estimations. On peut faire, évidemment, pendant cette journée que je passe, on fait beaucoup d'exercices là-dessus. Donc, alors on a dit, attention, pour la décision, il y a des limites. Mais heureusement, on a de la chance, on a ce qu'on appelle un adaptive unconscious, ou un sous-conscient. On a un inconscient. Ce n'est pas l'inconscient freudien, hein, c'est une énorme machine. Si vous voulez, vous avez le conscious, le cerveau conscient, c'est le 10-cent computer, et l'inconscient, c'est le $1 million computer. Donc on a un $1 million computer behind our conscious system. Et donc dans ce $1 million computer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut jouer avec l'intuition, on peut jouer avec la créativité. Et l'intuition et la créativité, ça ne vient pas du conscient, ça vient de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, je peux donner des exemples ici, vous allez créer de nouveaux circuits. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez étudier un problème, vous allez accumuler de l'information dans votre inconscient. Vous allez passer 10 000 heures à travailler sur un problème. Et toute cette information va se créer sous forme de patterns, de motifs, de réseaux, si vous voulez, de synapses qui s'allument ou qui s'éteignent, etc. Donc vous allez créer dans votre inconscient un solide câblage, un solide système d'information. Et donc, attention, votre conscient est très vite débordé, donc essayez d'utiliser votre sous-conscient en les câblant, en travaillant suffisamment sur un problème. Donc l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est pattern recognition. Vous allez reconnaître un pattern qui existe, il n'est pas créé de nouveau. Vous l'avez un peu comme, on a parlé d'effectuation. Effectuation, ça veut dire quoi? C'est ce que vous avez dans le garde-manger. Dans le garde-manger, vous avez tout ça, ça existe. Et donc, il faut aller le chercher. Quand vous êtes un master chess player, vous avez 50 000 chunks of information. Vous avez 50 000 images derrière de parties. Et donc, vous allez faire appel à ces 50 000 images. Quand vous parlez un langage, vous avez 50 000 mots. Donc, vous faites appel à toute cette information que vous avez encablée derrière. Okay? Donc, pour pouvoir se créer une intuition, ce qu'on appelle le common sense, il va falloir travailler, pratiquer. Et l'intuition ne marche, et attention, c'est ça le danger, l'intuition ne marche que pour des problèmes bien connus, pour des choses que vous pouvez baliser. Et si vous essayez de faire de la prévision sur des choses inconnues, l'intuition ne marche pas. Un expert est au même niveau qu'un novice. Donc attention, les experts se croient super géniaux, alors qu'en fait, ils ne sont pas meilleurs que des novices. Pourquoi? Parce que quand c'est un domaine inconnu, c'est inconnu, et il y a une incertitude et on ne peut rien y faire. Snap judgment for rating a professor. Ça, c'est important pour les profs. On sait que pendant les 3 premières secondes, un prof est jugé. Donc moi, je sais très bien que pendant les 3 premières secondes ou la première minute, donc pourquoi est-ce que je commence par une blague? Bonne blague, et puis voilà, ça met de l'ambiance, et puis on démarre, et puis on s'arrête de temps en temps, etc. Donc, snap judgment. Pourquoi? Parce que nos étudiants, ils en ont vu des profs, et très rapidement, ils se font une opinion. La créativité, alors la créativité, c'est un peu différent de l'intuition, c'est au contraire la recherche de unlikely juxtapositions. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas, plouf. C'est un peu comme un jigsaw, un peu comme un puzzle. L'information vient, connecte, hop, on a l'illumination. Et cette illumination, elle ne se produit pas pendant que vous y réfléchissez, parce que si vous essayez de réfléchir, utiliser votre cerveau conscient, ça ne marche pas. Il faut être au calme. Vous êtes en train de courir dans la forêt, vous êtes en train de nager, vous êtes en train d'écouter de la musique, et soudain, plif, cette intuition arrive,
venant, alors à ce moment-là, il faut l'écouter, elle vient à bas bruit, il faut l'écouter gentiment. Et si vous êtes sous émotion, ça ne marche pas. Si vous essayez de trop réfléchir, ça ne marche pas. Donc, c'est votre cerveau sous-conscient qui vous permet de créer. Alors, Gladwell a beaucoup écrit là-dessus, c'est le fameux Blink. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, il y a quelques propriétés intéressantes de cet inconscient. C'est d'abord la prédiction. Alors, le cerveau, c'est une machine à prédire. Pourquoi les arbres n'ont pas de système nerveux? Parce qu'ils ne bougent pas. On s'est mis à avoir un système nerveux parce qu'on s'est mis à bouger. Donc, le cerveau essaye toujours de prédire ce qui va se passer. Donc, c'est une machine à prédire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos prédictions, nos attentes vont modifier notre perception. Par exemple, le fameux Pepsi Challenge. Quand on demandait à des gens de choisir entre Pepsi et Coca-Cola, à l'aveugle, qu'est-ce qu'ils choisissaient? Pepsi. Pourquoi? Parce que c'était leur sensation, le goût, etc. Dès qu'on leur donnait l'information « Ah, mais c'est du Coke que vous buvez », ils n'étaient plus à l'aveugle, mais ils voyaient ce qu'ils buvaient. Ah, soudain, Coke prenait la revanche. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Coke, la publicité, vous attendez à quelque chose de super, eh ben, vous allez vous comporter de cette façon-là. Okay? Donc, à partir du moment où ça devient conscient, ça change. Entre inconscient et conscient, la perception change. Perception d'un prix aussi, c'est la même chose. Une aspirine à 50 centimes n'est pas la même chose, ne fait pas le même effet qu'une aspirine à quelques centimes. Donc ça, on a fait des expériences, ça le montre. Ce qu'on appelle, c'est l'effet placebo, le fameux effet placebo, qui fait que finalement la suggestion fonctionne très bien. Et ça, on s'en méfie beaucoup quand on est dans la pharmacie. Et donc, il y a ce qu'on appelle le molding process with trainees, c'est-à-dire que si on demande aux training officers de copier les CV ou les common potential des différentes recrues, ils vont copier, ils vont noter ces différentes recrues, et bien ils vont se comporter avec ces recrues en fonction de ce qu'ils ont noté. Si la recrue a été notée comme étant brillante, etc., eh bien, ce gars-là va réussir brillamment. Si la recrue a été notée comme étant pas très maligne ou pas très brillante, eh bien, il va finir par échouer. Et donc, en tant que manager, méfiez-vous de ces attentes. À partir du moment où vous avez un type que vous considérez comme brillant, vous allez continuer à le considérer comme brillant, et ça va se renforcer. Il y a l'effet placebo, l'effet renforcement. Au contraire, si c'est un type que vous n'aimez pas, ça ne peut que s'aggraver. Believing is seeing. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer un sketch avec Costume Ball Poster Contest. Costume Ball. Vous voyez ça? Maintenant, je vais vous montrer SEAL Training Poster. C'est le même. Et donc, si je vous demandais de dire qu'est-ce que vous avez vu, un groupe à qui j'aurais montré ça, un autre groupe à qui j'aurais montré la même image, eh bien, ils verront des choses différentes en fonction de ce qu'ils s'attendent à voir. Donc, believing, très souvent, c'est seeing. Donc, dernière chose, je vais très vite maintenant, parce que le temps passe vite. La machine associative, l'inconscient, le sous-conscient, c'est une machine associative, et donc cherche la cause en permanence. On cherche des causes à tout. On ne croit pas au hasard et à la chance. On va toujours trouver des causes. On va trouver que Google, pourquoi Google a eu ce succès, on va trouver une série de causes qui font qu'il a eu ce succès, on va écrire un livre là-dessus, etc., alors que Google a eu beaucoup de chance. Et ça, on n'en tient pas compte. Donc la chance n'existe pas pour le cerveau inconscient. Causalité, 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 cohérence. On va aussi utiliser beaucoup de catégories de stéréotypes. Pourquoi? Parce qu'il faut simplifier l'information. Le cerveau est obligé de simplifier ce qu'il reçoit, donc on travaille beaucoup par stéréotypes. Le stéréotype du français, le stéréotype de l'anglais, le stéréotype, etc. Le béret, la baguette, etc. On va refuser l'ambiguïté. Automatiquement, on va choisir. Si je vous montre à gauche, qu'est-ce que vous voyez? A, B, C. À droite, vous voyez 12, 13, 14. Et pourtant, c'est la même. Au milieu, il y a la même représentation que le B ou le 13. Mais selon le contexte, vous allez transformer. Automatiquement, l'inconscient va dire c'est un B. Automatiquement, l'inconscient va dire c'est un 13. Confirmation. Eh bien, vous allez confirmer en particulier tout ce que vous croyez.
Et ceci, le phénomène de confirmation explique l'aveuglement volontaire, explique le syndrome de Not Invented Here, explique la dissonance cognitive, explique le fait que la science fonctionne au contraire de la confirmation. La science, selon Popper, bien sûr, marche par réfutation. On essaye de montrer qu'une hypothèse est fausse. On ne peut pas montrer qu'une hypothèse est vraie. On cherche toujours à montrer qu'elle est fausse. Hein, donc ça, c'est aussi une chose qui est importante. Je m'arrête là avec le cerveau conscient. Maintenant, je viens sur le cerveau émotionnel. On en a encore pour 15 minutes. Ça vous va? Ça va? 15 minutes? Bon, merci. J'ai quelques encouragements. Alors, il y a des émotions, les émotions de base. Il y a un fameux Ekman qui a repéré 6 émotions, quel que soit l'individu, quel que soit le milieu, la culture, le continent, etc. On est tous câblés de la même façon. On a 6 émotions de base. Joie, surprise, voilà, joie, surprise, tristesse, peur, mépris, dégoût et colère. C'est 6, il y en a 7 là, hein, c'est bien. Bon. 6 ou 7, disons. 6, chiffre magique de 7. OK, 6 ou 7 émotions de base. Et en particulier, une chose intéressante, c'est le happiness et le sourire. Le sourire, il y a le sourire, le D-smile. C'est Guillaume Duchesne qui a identifié le D-smile, c'est-à-dire que quand on sourit vraiment, et ça on peut pas tromper, ça trompe pas, on sourit vraiment, on sourit pas seulement avec la bouche, on sourit avec les yeux. Ok, on sourit avec les yeux. Et ça c'est le problème des gens qui font du botox, c'est-à-dire qu'à ce moment-là ils peuvent plus sourire avec les yeux, donc ça pose un problème, on n'arrive plus à comprendre s'ils sourient vraiment ou s'ils sourient pas. Mais ça heureusement ça part au bout d'un certain temps. Alors, il y a le fameux cerveau cartésien. Le cartésien dit « Oh, les émotions, c'est Platon, les cartésiens. Il faut bannir les émotions de l'organisation, il faut, etc. » Or, vous savez très bien maintenant que ça, c'est faux, que le cerveau est d'abord émotionnel et que le conscient et que le rationnel est toujours construit sur l'émotionnel. On parle beaucoup de Spock, hein, vous vous souvenez de Star Trek et de capitaine qui travaillait avec James Kirk. Mais ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et en fait, dans la réalité, laissez-moi juste vous montrer, si vous avez un problème à votre orbitofrontal cortex, vous vous rappelez cela, si par malheur votre cortex orbitofrontal est abîmé, si ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes plus capable de prendre une décision. Vous avez un comportement complètement erratique. Vous n'êtes plus capable de faire de la planification à long terme, etc. Et ça a été constaté par Damasio, qui avait étudié l'histoire de Phineas Cage, qui avait reçu une barre qui avait explosé. Quand, vous savez, ce sont des barres qui permettaient de bourrer l'explosif dans les mines. Il avait reçu une barre comme ça en transversale qui avait démoli complètement l'OFC et le reste du cerveau fonctionnait normalement. Et ce pauvre type, finalement, a eu une vie malheureuse. Il a fini très très mal parce que justement, il n'arrivait plus du tout à avoir un comportement raisonnable. Donc, je reviens ici. Le premier problème qu'on a avec notre émotion, c'est est-ce que si le OFC n'est pas capable de comprendre les émotions, eh bien, le panic button s'affole. Et donc, on a ce qu'on appelle la fusion, la débâcle, le meltdown. Vous perdez votre esprit. Et en fait, on a ce qu'on appelle, vous voyez, vous rappelez le cerveau comme ça, vous flip your cortex. C'est-à-dire que vous n'avez plus accès à votre cortex. Quand vous êtes sous émotion, vous ne pouvez plus raisonner. Quelqu'un vous fait un sale coup sur la route, pouf, vous devenez fou, vous faites des choses idiotes parce que vous n'avez plus accès à votre conscient raisonnable. Et donc, c'est intéressant de repérer quand est-ce que vous perdez le contrôle, quand est-ce que vous perdez les pédales. On parle d'amygdala hijack, on parle de temps en temps, on fait l'exercice comme ça. Rappelez-vous d'un moment où vous avez été sous forte de hijack émotionnel. Quels sont vos boutons sensibles? Par exemple, unreliable people, ou bien aloof, ou bien abrasive, etc. Donc chacun d'entre nous a une certaine sensibilité, un certain comportement, et ça nous rend fous, littéralement. Vous perdez les pédales.
Et notre système, on a ça et c'est câblé depuis très tôt. Le système émotionnel est câblé très jeune, à 2, 3, 4 ans. Alors, l'autre chose par rapport à l'émotionnel, c'est le risk aversion, loss aversion. On a horreur de perdre et en particulier de prendre des risques. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez 600 € ou une loterie avec 50% à 2400 ou 50% à 0? Ok, donc on fait, alors ça c'est connu, c'est ce qu'on appelle des utilités, etc. Et en particulier, il y a le fameux sunk cost. Et sunk cost, c'est quoi? C'est justement que vous vous accrochez à vos investissements, au lieu de couper les ponts et de dire, bon, mes investissements, c'est 5, c'est oublié, je regarde l'avenir. Non, on est collé à nos investissements, on est collé à nos commitments. Vous êtes marié depuis 10 ans, vous ne supportez plus votre femme, eh bien, ça ne fait rien, vous allez rester avec elle encore 10 ans parce que vous êtes... Non, non, vous ne faites pas ça. Vous. Okay, bon, ça ne fait rien, on est committed, on est committed. Et donc, le problème aussi, c'est le regret, le regret. C'est-à-dire qu'en fait, quelquefois, vous vendez des actions et vous allez regretter d'avoir vendu ces actions parce que vous avez perdu de l'argent. Et vous avez dit, j'aurais dû rien faire. Et donc, très souvent dans l'organisation, les gens ayant peur du regret n'agissent pas. On n'agit pas, pourquoi? Pour ne pas avoir à regretter ce qu'on a fait. Il y a aussi ce qu'on appelle le negativity bias. C'est que le mauvais est beaucoup plus fort que le bon. Alors, je vous montre une courbe ici. Supposez que ça, vers le haut, c'est le reward, et vers le bas, c'est la menace. Eh bien, dès que vous avez du positif, les gens vous sourient, les gens sont gentils avec vous, eh bien, vous voyez, ça monte, ça va, c'est content, etc. Mais dès que vous avez la moindre trace de négatif, pouf, ça descend. Alors, j'ai des copains, ça va bien, et soudain, il y a un type qui me fait la gueule. Oh! C'est ça qui va prendre le dessus. Et heureusement, je ne vous vois pas. Mais supposez que j'ai vision sur l'ensemble du groupe ici, et que dans un coin, je vois quelqu'un en train de lire le journal, l'air complètement écœuré et non intéressé. Ben, c'est fini, cette personne-là va prendre le dessus et va complètement obérer le reste. L'ensemble du groupe est enthousiaste, il y a une personne qui fait la gueule, ça va m'influencer. Et les acteurs sont très sensibles à ça. Essayez un jour de ne pas suivre ou de vous retourner pendant qu'un acteur agit. Il vous repère dans la salle. Bad gets attention. Attention goes to the negative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre fameux alarme system, c'est notre fameux amygdala. Et en fait, c'est ça qui nous a permis de survivre. On est des paranos. Heureusement qu'on est tous des paranos. Sinon, on n'aurait pas survécu jusqu'à présent. Merci, mais remerciez vos parents. Parce que sinon, tous les gens qui n'ont pas été suffisamment parano ont disparu et n'ont pas eu de descendance. Donc finalement, les gens qui survivent sont les gens les plus paranos. Et dans l'organisation, souvent, je ne sais pas qui avait dit ça, le patron d'Intel avait dit « seuls les paranos survivent ». Regardez le problème de ce qu'on appelle l'arsenic sandwich. Vous donnez du feedback. Qu'est-ce qui se passe? Vous donnez une couche de positif, ensuite l'arsenic, ensuite une couche de positif. Ben, les gens, ils ne se font pas avoir. Ils attendent. Alors, quand est-ce qu'il va me donner le négatif? Ils attendent le négatif. Ils attendent le négatif. Et ils ne sont jamais déçus. Okay, donc, le problème du feedback, c'est très difficile. Et en fait, quand vous parlez de ce qu'on appelle performance review, une semaine avant le performance review, 2 semaines avant le performance review, les gens sont malades. 2 semaines après le performance review, les gens sont malades parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, etc. Donc attention aux performance review. Ce n'est pas des choses qui fonctionnent bien. Parce que le feedback, c'est quelque chose d'extraordinairement sensible au négatif. Et enfin, le discount the future, ce qu'on appelle procrastination and self-control. C'est-à-dire qu'en fait, heureusement, on peut essayer de contrôler le reward system. Parce que je vous avais parlé tout à l'heure de nucleus accumbens. Eh bien, ça, c'est le bouton qui est le court terme. Par exemple, si je vous propose une boîte de chocolat maintenant, ou la moitié d'une boîte de chocolat maintenant, et une boîte pleine dans une semaine, qu'est-ce que vous préférez? Eh bien, beaucoup de gens vont préférer la boîte de chocolat maintenant. Surtout si je vous la passe maintenant et je vous montre les chocolats, vous allez peut-être préférer la boîte de chocolat maintenant. Si je vous dis maintenant, supposez que je vous propose une boîte de chocolat dans une année, et une demi-boîte dans une année, et une boîte pleine dans une année et une semaine, eh bien, vous allez renverser vos choix. Okay, donc on voit très bien
arriver ici le problème du court terme. Ça, c'est le NAC, c'est le court terme, qui va shunter ici le long terme. Le raisonnable, le contrôle, etc. Donc, dans le futur, on est tous merveilleux, on se comportera bien, etc. Mais quand il s'agit de safe sex, je ne sais pas comment, ce que vous voyez ce que je veux dire, quand il s'agit de safe driving, téléphoner ou texting, ou quand il s'agit de faire un régime, ou quand il s'agit d'économiser pour sa retraite, eh bien là, on est beaucoup plus court terme. Hein, c'est beaucoup plus difficile de se contrôler. Alors, quelquefois, il y a certains auteurs qui sont venus avec des méthodes. Par exemple, quand je suis au restaurant, je donne $1 au serveur pour ne pas me montrer la carte des desserts. Ou bien, il existe des réveils, je ne sais pas si vous les avez vus, des réveils sur roulette. Dès que ça sonne, le réveil tombe de la table de nuit et roule partout dans la pièce. Donc vous êtes obligé de courir derrière le réveil pour l'arrêter, pour l'éteindre. Donc vous êtes complètement réveillé quand vous l'avez arrêté. Ou bien, je ne sais pas si vous avez un jour fait une colonoscopie. Dans ce cas-là, peut-être le jour de la colonoscopie, vous savez que c'est très douloureux. Dans ce cas-là, vous pouvez signer un chèque que vous envoyez à une charité que vous détestez et qui recevra l'argent au cas où vous ne vous montrez pas, etc. Donc on peut imaginer toutes sortes de stratagèmes. Et en particulier, il existe la fameuse expérience de Walter Mischel et le marshmallow. Mais vous avez peut-être entendu parler du marshmallow. C'est dans les années 70, il a invité des enfants de 4 ans dans son laboratoire. La première question qu'il leur a posée, c'est « Est-ce que vous aimez les marshmallows ?» Alors les enfants ont dit « Oui, on aime les marshmallows, etc. » Alors, vous pouvez manger un marshmallow maintenant, ou bien attendre quelques minutes, et vous en aurez 2 quand je reviens. J'ai une course à faire. Alors, c'était un test de self-control. Eh bien, 15 ans après, c'est ça qui est extraordinaire, les enfants de 4 ans se sont retrouvés en high school et il a fait un questionnaire et la surprise, c'est qu'il y avait une très grande corrélation entre l'attente, les enfants qui avaient accepté d'attendre et le comportement comme jeunes adultes. C'est-à-dire que les enfants qui avaient refusé d'attendre n'ont pas réussi à l'école, ont eu des comportements à risque, etc. Les enfants qui ont accepté d'attendre se sont bien comportés. Alors maintenant, tous les parents américains font la leçon à leurs enfants. Si on vous propose un marshmallow, vous dites non, vous dites d'attendre. Hein, okay, donc, voilà. Régulation des émotions. Donc on a parlé beaucoup d'intelligence émotionnelle, Goldman, etc. Et il est clair que dans l'armée, il y a toutes sortes de formations, exposition répétée à la menace, SEAL, Air, Land Corps, etc., etc. On s'entraîne effectivement à travailler la menace. Dernière chose, je vous avais parlé de cerveau émotionnel, je vous ai parlé de cerveau cognitif, maintenant je vais vous parler de cerveau social. Alors attendez, je passe rapidement là-dessus, puisqu'on n'a pas le temps. Je vais vous parler de cerveau social et je vais vous parler de neurones miroirs. Alors, ça c'est intéressant. On a découvert il y a 15 ans des neurones miroirs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un certain Rizzolatti, à Parme, en Italie, un chercheur qui avait implanté des électrodes dans le cerveau d'un singe pour étudier le comportement de son bras. Et puis alors, Rizzolatti, il se prend un petit café, là, il le boit, et puis soudain, il entend crépiter la machine qui était reliée au cerveau du singe. Il est surpris, il repose sa tasse, il recommence, il reprend sa tasse, il repose sa tasse, il recommence, ça c'est les scientifiques qui sont capables de recommencer très souvent, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et finalement, il finit par comprendre que le singe ne bougeait pas son bras. Mais dans son cerveau, le singe simulait le geste de l'expérimentateur. Donc il existe un neurone miroir qui copie le geste de l'expérimentateur. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des neurones miroirs qui permettent d'imiter. C'est l'imitation, c'est le mimique. Donc on copie, et c'est comme ça que je peux comprendre vos intentions. Si je vous vois sourire, je vous souris, je vous copie.
Donc, il existe un cerveau social, qui est un cerveau où on se met en liaison avec les autres par les neurones miroirs. Alors, regardez cette expérience qui est extraordinaire. L'expérimentateur qui tire la langue à un nouveau-né. Et le nouveau-né tire la langue. Il bâille, le nouveau-né bâille. Il fait une moue, le nouveau-né fait la même moue. Donc, vous voyez que le nouveau-né, à un âge extrêmement jeune, est capable de mimer le comportement d'un adulte, capable de mimer le comportement de sa mère, capable de mimer, etc. Donc, on fonctionne énormément par mimétisme. Donc, si vous êtes un leader, attention, les gens vous observent, on vous copie. Rappelez-vous Gandhi. Gandhi nous disait « je suis le changement ». Il était l'incarnation du changement, etc. Donc vous incarnez en quelque sorte le changement. Donc les gens vont vous copier, vont vous observer, vont vous épier, etc. Il faut à peu près 21 millisecondes à un jeune étudiante ou une jeune étudiante pour se mettre en phase avec ses amis. Donc moi je me mets à bouger la tête et l'autre va se mettre à bouger la tête et progressivement on va se mettre en face. On va même copier les mouvements respiratoires, etc., etc. Donc il y a une sorte de mise en phase commune. Observez des gens en train de discuter et vous verrez ce qui se passe. Donc le côté social est aussi fondamental. Et donc c'est ça qui crée ce qu'on appelle l'empathie. Et donc on va avoir une dimension importante, c'est qu'on n'est pas seulement tourné vers soi, on est aussi tourné vers les autres, on a besoin des autres. Parce que si vous n'utilisiez pas les autres, vous seriez dead meat, vous n'auriez aucune survie hors du groupe. Et donc c'est pour ça qu'on a développé les neurones miroirs, et on pense que c'est à partir des neurones miroirs qu'est né le langage. Voilà, donc c'est intéressant de se repérer ce côté social, et qui entraîne ce qu'on appelle le groupthink, l'effet de polarisation, le mimétisme et le panurgisme, comme dit Cyrulnik. Hein. Donc le conformisme, les normes, l'illusion partagée, les leaders qui essayent de nous entraîner, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écarter les opinions divergentes. Ça gêne, les opinions divergentes. On va tuer les scapegoats, les gens qui sont divergents. Donc, ce qu'il faut dans le groupe, et peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, essayez d'avoir des groupes divergents. Si vous voulez être créatif, bon, si vous êtes dans le management basique, soyez conformiste, etc. On suit des normes, pas de problème. Mais si vous êtes un leader, si vous voulez créer le changement, si vous voulez créer le mouvement, entourez-vous de gens qui ne sont pas d'accord avec vous, des gens qui sont même d'opinions différentes de vous. Et il vous faut des contradicteurs, des avocats du diable. Sinon, vous tombez dans le panurgisme, vous tombez dans la copie. Bon, j'avais promis de m'arrêter à 1h15. Il est 1h15, je m'arrête. Je voulais simplement vous montrer que... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer que leadership et neurosciences, ça peut fonctionner ensemble, et que c'est important de connaître certaines dimensions des neurosciences pour mieux mettre en œuvre le leadership, et sans même aller jusqu'au stress, dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui est aussi une dimension importante du leadership. Okay, donc, n'oubliez pas, vous avez 3 cerveaux, cerveau cognitif, cerveau affectif, cerveau social. Alors, bonne chance avec vos 3 cerveaux. Merci. Bon. Merci encore James, parce qu'on lui a fait faire un exercice absolument impossible, extraordinaire, de mettre en 1 heure ce qu'il fait en 1 journée, donc, sur un sujet quand même assez complexe. Donc merci pour déjà cet éclairage, parce qu'on sait comment ça fonctionne, on sait qu'on n'est pas les rationnels qu'on voudrait être, on sait qu'on est à 99% drivé par le cerveau émotionnel, qu'on essaie d'être social, donc il y a les effets qu'on peut utiliser. Je pense qu'on peut se prendre quelques minutes pour des questions-réponses. Il y a un micro qui va circuler, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a pas mal de réponses en fait assez pratiques, parce que ça je le sais déjà, donc n'hésitez pas à poser des questions directement liées à des problématiques personnelles ou des situations que vous avez vécues. Et James? Essayez d'y répondre. Mais... Que pensez-vous de la méthode Coué? Eh bien, ça marche, bien sûr. C'est placebo, bien sûr. Ça marche, bien sûr. C'est la prévision, c'est-à-dire que vous attendez à quelque chose et ça se passe. Et c'est le problème du placebo. Et
Mais ça marche pas pour tout, ça marche pour ce qui influence la perception. Ça marche au niveau de la perception. Vous changez votre perception. Donc le cerveau se crée une image. C'est-à-dire le monde, l'extérieur est représenté dans le cerveau par une sorte de représentation, et cette représentation se modifie en fonction des attentes. Se modifie en permanence. Donc c'est le rôle de la psychanalyse. La psychanalyse fonctionne, pourquoi? C'est pas parce que Freud a raconté, c'est simplement parce que il existe, parce que vous modifiez votre cerveau. Parce que dans votre contact, et ce qui compte, c'est le transfert avec le psychanalyste, vous modifiez votre comportement, vous modifiez vos attentes, vous faites d'autres expériences, vous prenez d'autres risques, et à ce moment-là, c'est comme fake it, make it, c'est la même chose. Vous modifiez à la fois votre implicite et votre explicite. Patrick Andouche, Business Angel France, vous avez dit que l'intelligence était essentiellement une question de mémoire. Et quid de l'intuition et de la créativité par rapport à l'intelligence? Eh bien, c'est une question de mémoire et d'accumulation d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les fameuses 10 000 heures. Vous ne pouvez pas être créatif si vous n'avez pas passé 10 000 heures sur le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Newton, il n'était pas sous l'arbre, il a reçu la pomme, il a trouvé la gravité. Non, il a travaillé 20 ans avant sur le problème. Et puis progressivement, dans l'inconscient se créent des associations, des regroupements, des images, tout se fait par image, et soudain, clic, il y a une sorte de cohérence qui se fait, et on cherche la cohérence. Le cerveau, c'est une machine à faire de la cohérence, la causalité, etc. Et donc, ça va s'organiser, et il va avoir l'idée. Et à ce moment-là, il faut qu'il la note très vite, parce que ça va partir. Donc, c'est du travail. La créativité, c'est du travail. Si vous ne travaillez pas suffisamment, ça ne se passe pas. Sinon, vous êtes brouillon. C'est différent d'être brouillon et créatif. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le stress était au détriment de la mémoire, avec une explication même de destruction. Or, moi, j'avais toujours l'image que le stress était positif pour la mémoire. On se souvient mieux au moment où on est sous stress, même pour réviser pour des examens. Il faut être un petit peu stressé parce que ça stimulait la mémoire. Et vous dites que scientifiquement, c'est le contraire. Ah, intéressant. Donc en fait, il y a une courbe en U renversée, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de stress, vous êtes couch potato, il ne se passe rien. Donc il faut mettre les enfants sous stress un petit peu, et sortir de leur cadre. Donc à un niveau où vous arrivez à une certaine zone, après ça retombe. Après, quand vous êtes sous trop stress, ça détruit. Vous voyez, donc il y a une sorte de zone, bonne zone. Donc vos employés, vous les mettez un peu sous stress quand même. Il ne faut pas trop les faire plaisir. Mais si s'ils sont trop stressés, à ce moment-là, ça démolit complètement la personne. Et en particulier, ce qui est important, c'est que la mémoire, vous avez tout à fait raison, la mémoire émotionnelle, c'est une mémoire implicite. Et une fois que vous avez fait une trace, ça ne s'oublie jamais. C'est comme si vous rayez un bout de verre, ça reste dans l'amygdale, ça reste pour toujours. C'est pour les gens qui sont revenus du Vietnam. C'est le problème du post-traumatic syndrome. Ils ne vont jamais oublier. Et ça leur revient de temps en temps. En plein milieu d'une conversation, boum, vous entendez un bruit, pouf, ça revient. Parce que c'est marqué à jamais. Vous voyez, donc ça, c'est indélébile. C'est assez grave. Quoi, vous voulez dire, mais par contre, c'est intéressant de dramatiser. Par exemple, si vous êtes un leader, il faut dramatiser. Parce qu'à partir du moment où vous dramatisez, vous le rendez émotionnellement plus mémorable, en quelque sorte. Donc il y a une zone à trouver entre les deux extrêmes. Bonjour, Béatrice Perrault, Co-Performance. Qu'est-ce que vous pensez des différences entre le cerveau masculin et féminin dans le leadership, par exemple? Alors, le cerveau masculin et le cerveau féminin sont différents, hein, ça c'est démontré. Et dans le leadership, on peut dire que les femmes sont beaucoup plus tournées vers le relationnel. Et donc, en fait, les deux hémisphères correspondent plus facilement. Et donc, les hommes sont ce qu'on appelle système, machines, fonctionnement des machines, ils sont polarisés sur leurs problèmes. Les femmes sont plus interactives, sociales, relationnelles, etc. Donc ça, c'est les femmes, ou le côté féminin, disons. Hein. Je ne veux pas trop généraliser. Donc, ça, c'est vrai, c'est démontré, on peut pas, voilà. Je pense qu'il y a une vraie différence. Et donc, dans le monde actuel, selon le type d'organisation, on peut préférer plus le côté networking, le relationnel, etc. Il y a des associations à trouver.
Au contraire, les hommes seront beaucoup plus polarisés sur leurs tâches fonctionnelles. Il y a une meilleure séparation entre les deux hémisphères, disons. Bon, il y a d'autres choses, je n'ai pas le temps d'évoquer, je simplifie un peu. Excusez-moi de prendre presque une approche journalistique, de simplifier, mais il y a quand même des différences, c'est sûr. Il y a quelque chose qui m'a frappé ici, là. Oui, bon, il ne me voit pas. Ici, comme ça, je fais un petit sourire, comme ça. Merci de sourire. Vous avez parlé à un moment, l'âme, en fait, qui permet de... il y avait The Soul, et c'était de reporter des satisfactions immédiates. C'était par exemple le restraint, disons, le contrôle de soi, le contrôle de la faim, etc. Et ça me faisait penser aux exercices comme le jeûne, par exemple, ou la méditation, ou la prière. Qu'est-ce que ça a à voir avec les impressions qu'on fait sur le cerveau? Donc les méditants, les gens qui méditent, modifient leur cerveau. Et on a fait des scanners de cerveau de gens qui méditent, ceux qui méditent pendant 10 000 heures, 20 000 heures, 50 000 heures, et on trouve que le cerveau est différent. En particulier, on trouve que l'hémisphère gauche, joyeux, est plus développé, contrôle mieux l'hémisphère pessimiste, à droite. Et on constate aussi d'autres choses, c'est un peu plus compliqué. Il y a l'insula, en particulier, une partie qui contrôle le corps, donc il y a une très forte liaison au corps, etc., etc. Donc ils ont plus une orientation, un meilleur contrôle de ce qui se passe, etc. C'est un peu compliqué, mais vous avez raison, il y a des recherches là-dessus, mais pas nécessairement sur OFC, c'est plus à voir avec... c'est un peu plus compliqué. Mais il y a certainement des implications. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne connaît pas tout sur le cerveau, on démarre, donc on va découvrir d'autres choses, et donc c'est ça qui est passionnant, en fait. On a quelques éléments, on n'a pas beaucoup de réponses, mais... c'est intéressant d'avoir une base solide, en quelque sorte, parce que ça, c'est scientifique, en quelque sorte. Voilà. Donc on peut le voir, concrètement. Oui, ici, déjà, merci pour cette présentation très intéressante. Vous avez parlé, à un moment, de quand on se concentre sur le problème... Vous levez la main, je ne vous vois pas. Ah voilà, merci. Quand on se concentre sur un problème, on développe des connexions dans son cerveau et on n'aide pas, en fait, la résolution à ce problème. Est-ce que vous avez un conseil pratique à nous donner quand on est face à un problème important pour reconnecter son cerveau dans d'autres dimensions? Je n'ai pas compris. La question, c'est, quand on a un problème, vous dites qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur le problème pour ne pas développer, entre guillemets, des connexions dans son cerveau. Attendez. Quand on est sur un problème, votre cerveau conscient qui essaye de résoudre le problème n'a pas énormément de ressources. Voilà. Okay. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire des connexions connectées avec votre cerveau inconscient. Okay, et donc vous allez accumuler de l'information, 10 000 heures, etc. Vous allez accumuler de l'information. Okay, et progressivement, si vous voulez être créatif, il faut faire confiance à ces remontées, là, à ces associations qui vont se produire. Donc vous oscillez, si vous voulez, entre une phase, un peu comme on a en brainstorming, une phase d'accumulation d'informations, et puis une phase dans laquelle vous allez juger cette information, critiquer, etc. Donc il faut balancer, il faut ouvrir et fermer, en fait, quelque sorte. Voilà. Donc le conseil, c'est... j'ai pas de conseil, c'est trop vague, je peux pas donner de conseil là-dessus, mais il faut regarder un peu, il faut essayer de réfléchir. Ça dépend du problème. Ça dépend du problème que vous avez résolu. Vous allez pouvoir en parler ensemble, peut-être? Oui. À la pause. Une dernière question dans l'assistance? Alors, Jawahar Lalla de la société Sysnaps. Je voulais juste poser une question sur l'hypnothérapie et le système d'ancrage. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypnothérapie? Je connais mal l'hypnothérapie, mais je veux dire, ça s'apparente toujours à des méthodes, à des méthodes thérapeutiques qui consistent au fond à créer un transfert et à jouer non seulement sur la mémoire explicite, mais aussi sur la mémoire implicite, des comportements, etc. Donc si par hypnothérapie, je peux inciter les gens à se comporter différemment, très bien, formidable, puisqu'à ce moment-là, la personne va pouvoir essayer d'autres comportements, leur faire confiance, etc. Et voilà. Donc, je dois dire qu'on est revenu, je ne veux pas nier Freud, mais je veux dire, Freud existe. Non, mais loin de Freud, je suis plutôt érectionnienne. Je préfère la partie auto-hypnose, où la personne s'auto-hypnose pour aller vers ses objectifs et retirer des ancrages qui sont assez présents.
Voilà, donc en coaching, par exemple, ce que l'on fait beaucoup, c'est qu'on essaye de ne pas rester sur le problème. C'est ça, donc essayer de dévier et de chercher des solutions plus tôt. Alors, qu'on le fasse par hypnothérapie, qu'on le fasse par toutes sortes de méthodes, peu importe. Je crois que finalement, la psychothérapie ou la psychanalyse, c'est faire des expériences autres. C'est comment reprogrammer son cerveau, en quelque sorte. Comment se mettre en situation de reprogrammer son cerveau. Parce que si on reste toujours sur les mêmes chemins, eh bien on s'enfonce dans les ornières, on déprime, on s'enfonce dans les ornières. Donc, hop, il faut essayer de sortir de l'ornière. Voilà, c'est très simplifié, excusez-moi, mais quelques idées là-dessus.